bonsoir Jacques Fayette. Bonsoir Jacques Fayette. Bonsoir Michel, bonsoir Olivia. Nous sommes très très contents de vous voir derrière l'écran en tant que membre important de notre conseil scientifique, du conseil scientifique de l'Union des fédéralistes. Un petit mot sur Jacques Fayette qui a, je dirais, un parcours impressionnant. Jacques, vous êtes né, je peux peut-être donner la date de naissance, je la donne, hein, Oui, vous pouvez la donner, surtout que c'est la semaine de mon anniversaire, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, bon anniversaire en 1938. Vous avez fait des études supérieures de sciences économiques à la faculté de droit et sciences économiques de Lyon. Vous avez été aux États-Unis pour une thèse d'université. Vous avez beaucoup voyagé. En 1979, vous étiez en Corée. Vous avez été expert auprès de l'OCDE, auprès de la Commission européenne. Et puis, la liste des pays que vous avez visités ou avec lesquels vous avez travaillé est impressionnante. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais néanmoins, Grèce, Turquie, Espagne, Portugal, c'est important, je crois, Angola, Tchad, Gabon, Tanzanie. Et à partir de 1976, vous êtes revenu à Lyon, à l'IAE de Lyon, où vous resterez jusqu'à votre retraite, et vous avez été chargé d'un troisième cycle de commerce international, et vous avez fondé le Centre franco-italien de commerce international à Turin, Castellanza et Milan. Ça, c'est pour l'activité, je dirais, académique. Je ne vais pas m'appesantir sur l'activité militante, parce qu'elle est importante aussi, mais vous allez en parler vous-même. Je sais que vous voudriez faire deux petites remarques ou trois petites remarques liminaires qui vous tiennent à cœur sur Véronique Trier-Lenoir et Navalny. Je vous laisse la parole, Jacques. Oui, je voudrais commencer par rendre hommage à Véronique Trier-Lenoir, qui était eurodéputée et lyonnaise, et qui était professeure à la faculté de médecine, cancérologue reconnue, et qui était responsable du plan cancer au niveau européen, et qui est décédée au cours de l'été dernier, et donc ça m'a fait beaucoup de peine. J'avais participé à sa campagne, c'est elle qui avait succédé à Sylvie Goulard dans la région. Et puis, j'aimerais reprendre la déclaration à la fois de la présidente de la commission et du vice-président Borrell sur Alexis Navalny, hein, qui mettent nos pensées à son épouse, à sa famille, à tous ceux qui en Russie et ailleurs croient en un avenir démocratique et pacifique pour la Russie, ce qui est notre cas. Nous honorons sa mémoire en tant que défenseur de la liberté. Je rappellerai tout de même qu'au Parlement européen, hein, quand on a voulu condamner l'empoisonnement d'Alexis Navalny, il y a eu une voix contre, hein, et aussi une abstention de Madame Aubry. Alors, c'est le dernier élément d'actualité. Je termine par la nouvelle de hier, lundi 19 février, la nouvelle candidature de Madame Ursula von der Leyen, hein, qui va solliciter un deuxième mandat. C'est rare d'ailleurs que les nominations à la présidence se font de cette façon. Et nous avons appris hier que le groupe, que les élus ER du Parti populaire européen se désolidarisaient de la politique de leur groupe et n'allaient pas soutenir la candidate pour le renouvellement de son mandat. Et ce qui exaspère certains, c'est que l'Union européenne s'est emparée des pouvoirs diplomatiques et certains rappellent, c'est le cas de Marine Le Pen et d'autres, que les pouvoirs de politique étrangère relèvent des États et non pas de l'Union européenne. Et je donne comme exemple le vote à l'ONU sur la motion proposée par la Jordanie, où 8 pays dont la France ont voté pour, 4 pays ont voté contre et 15 se sont abstenus, ce qui donne une piètre idée de l'Union européenne à l'échelle internationale. Alors on va essayer de réfléchir sur le fédéralisme et la nature de l'Union européenne, le message d'Altiero Spinelli, le dilemme approfondissement-élargissement, ce qu'on a mis sur le rapport Verhofstadt, et puis quelques conclusions. Alors, je rappelle quels sont les États fédéraux dans le monde, hein. Voici une carte qui représente ces différents États fédéraux, hein. On voit que ça concerne tous les continents.
en Europe, près de nous, les États fédéraux bien connus, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse, qui, tout en étant s'appelant confédération, est juridiquement une fédération. Et puis la Belgique, qui est un cas particulier que nous en dirons un mot. Alors la Suisse, c'est très particulier. Vous voyez, le préambule de la Constitution commence par cette phrase « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». Donc c'est une révérence à l'origine de tout pouvoir dans un pays qui, n'oublions pas, est le siège du calvinisme. Alors la Belgique est une situation différente car c'est une décomposition d'un État national en État fédéral, et ça va très très loin, puisque vous savez que lorsque la Belgique apporte sa signature en bas d'un texte européen, il faut l'accord de la Wallonie, du Pays Flandre, de Bruxelles, de la zone germanophone et du fédéral. Nous avons vu que la Wallonie avait bloqué pendant plusieurs mois l'accord commercial avec le Canada. Si bien que c'est plus l'Europe des 25, l'Europe des 27, c'est l'Europe des 31 que nous avons déjà pour tout un tas de décisions. Et nous voyons que le fédéralisme est critiqué par un certain nombre de voix. Le nationalisme à bas fond gagne dans tous les pays européens et tout nouveau fédéralisme est exclu comme le diable, écrit Éric Le Boucher dans Les Échos. Le rapport Verhofstadt, dont on va parler dans quelques instants, a été étudié par 12 experts, 6 Français, 6 Allemands, et il dénonce dans ce rapport les utopies de certains fédéralistes, je ne sais pas s'ils pensaient spécialement à nous, promoteurs d'idées peu susceptibles d'être considérées par les instances compétentes. Et j'en avais déduit que les seules idées qui étaient susceptibles d'être considérées par les instances compétentes étaient celles qui ne marchaient pas. Alors, il faut dire que le rapport des 12 a été rédigé avant que les grosses difficultés de l'Ukraine sur le champ de bataille, la mort de Navalny et autres. Madame Morano estime que ce n'est pas son Europe et Valeurs actuelles dénonce la réforme des traités européens qu'elle qualifie de coup d'État fédéraliste. Donc, haro sur le fédéralisme. Et M. François-Xavier Bellamy, j'en parle encore une fois, il est manifeste qu'il n'y a rien de moins européen en un sens que l'illusion fédéraliste. Ce que comptent faire nos pays, qui comptent faire de nos pays un super État national, transnational, n'obtiendront pour résultat que la défiance définitive des citoyens. Un tel projet ne peut pas être démocratique puisqu'il n'y a pas de démos européen. Alors là, ça nous lance vers les travaux de notre collègue sur le no-démos. Il y a des peuples dont la souveraineté s'exprime dans la diversité des démocraties. Alors rappelons tout de même brièvement quelles sont les compétences de l'Union européenne. Il y a des compétences exclusives, des compétences partagées et des compétences d'appui. Compétences exclusives, c'est-à-dire que l'Union européenne est la seule à pouvoir intervenir dans ce domaine. C'est le cas de la pêche, car les poissons sont indisciplinés et franchissent allègrement les eaux territoriales sans autre formalité. Les compétences partagées, où il y a un mélange entre l'Union et les pays, et les compétences d'appui, où éventuellement l'Union européenne peut donner un coup de main aux États sur les politiques. Et ce qui était très important, la politique de la santé n'était pas du tout prévue par l'Union, et finalement, c'est la Commission européenne qui a réalisé une performance remarquable en assurant l'approvisionnement de l'Europe en vaccins. Et nous voyons également, nouveauté, la Commission s'emparer de plus en plus de sujets touchant la défense. On en redira un mot. Alors, évidemment, on ne peut pas parler d'Europe sans faire un clin d'œil à Jacques Delors, qui nous a quittés récemment, et il précise que l'Union européenne est un objet politique non identifié. On ne sait pas bien ce que c'est, est-ce qu'elle est fédérale ou est-ce qu'elle n'est pas fédérale, et donc il trouve une synthèse dont on n'a jamais bien su la nature, une fédération d'États-nations.
Alors, ce qui fait fonctionner l'ensemble est le principe de subsidiarité, hein, c'est-à-dire que on donne à un niveau, on donne au niveau supérieur des compétences, hein, si elle est capable de le mieux réaliser que les États. Mais nous voyons actuellement des propositions, notamment au niveau du Parlement européen, hein, par lesquelles on voudrait donner au niveau européen des compétences sur la définition du viol au niveau européen. On pourrait donner une liste impressionnante de sujets, de domaines qui, normalement, dans les États fédéraux, ne relèvent pas de la fédération, mais relèvent des composantes. C'est ce que j'ai appelé, après notre collègue Bello, qui a enregistré récemment une intervention, d'un fédéralisme à l'envers, hein, c'est-à-dire que on donne au niveau européen des compétences qui, dans les États fédéraux, sont le plus souvent attribuées aux composantes. Inversement, on refuse au niveau global des compétences qui, elles, sont fédérales, et notamment en matière de politique étrangère, de diplomatie et de défense. Et alors, parmi les organismes qui ont une vocation fédérale actuellement dans l'Union, il y a la Cour européenne de justice qui se trouve à Luxembourg et non pas à La Haye, comme écrivait un article d'un grand journal du soir en France, et qui a, dans un arrêt, Van Redenlos, qui est déjà très ancien, la communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. C'est important cette précision, les États, mais également les ressortissants. Le premier juge du droit européen, c'est le juge national. Alors rappelons un petit peu les étapes: la Communauté européenne du charbon de l'acier, le traité de Rome, l'acte unique, le traité sur l'Union européenne, le traité d'Amsterdam, le fameux traité de Nice et le traité de Lisbonne. Mais nous voyons que de plus en plus, nous fonctionnons avec une méthode intergouvernementale, ce que Sylvie Goulard dénonçait déjà il y a 10 ans dans son livre « Europe, amour ou chambre à part ». Et par exemple, le traité de Lisbonne prévoit que le Conseil européen se réunit une fois par trimestre. En 2022, il s'est réuni 15 fois pour pouvoir examiner les problèmes. Donc de plus en plus, ce sont les États qui prennent le pouvoir. Alors, pour revenir aux fondamentaux du fédéralisme, il faut revenir à Altiero Spinelli. Je rappelle Altiero Spinelli, jeune militant communiste, a été condamné lors de la mise en place des lois fascitissimes de 1926 à la prison dans laquelle il est resté 17 ans. Alors la dernière prison dans laquelle il est resté, c'est dans l'île de Ventotene, au pénitencier de San Stefano, et où il affirmait déjà, c'est là où il a rédigé le manifeste des fédéralistes européens avec Ernesto Rossi. Et il avait lancé l'idée d'un congrès du peuple européen, c'est-à-dire permettant à des citoyens de désigner des délégués qui s'affirmeraient progressivement au nom du peuple européen. Et les premières élections ont eu lieu en 1957 dans des villes témoins. Donc j'ai donné la liste: Strasbourg, Lyon, Maastricht, Milan, Turin, Anvers, Genève et Düsseldorf. J'avais eu la chance d'être élu à Lyon, la seule fois de ma vie où j'ai été élu d'ailleurs à quelque chose, et je pense être, hélas, le dernier survivant des élus au Congrès du peuple européen de 1957. Il y a eu ensuite une deuxième session en 1959, puis Ostende, et au total, les délégués parlaient au nom de 425 000 Européens. Mais le système s'est essoufflé pour une raison simple, c'est qu'il aurait fallu des
des dispositions financières énormes pour pouvoir faire tourner la machine, et le système s'est interrompu, hein, mais le texte fondamental reste ce texte admirable, la mission du peuple européen au premier congrès en 1957. Hélas, il n'y avait pas de vidéo à l'époque, ça n'a pas été enregistré. Hein. Il dit, hein, si nous ne sommes pas capables de dépasser la situation actuelle, hein, nous n'aurions qu'à constater que nous sommes arrivés à la fin de la civilisation européenne, nous résigner et attendre que notre destin s'accomplisse. Et qu'est-ce qu'il veut? Les Européens doivent exiger la constitution de cette communauté qui s'appelle la Fédération européenne, les États-Unis d'Europe, mais une communauté d'hommes ayant des affaires publiques communes, un pouvoir commun pour les gérer, une loi commune à laquelle obéir, des impôts communs à payer, une procédure démocratique commune. Une telle communauté s'appelle un peuple. Je crois que cette phrase mérite d'être méditée. Alors les Européens se sont pas mal manifestés, et j'ai un petit souvenir, hein, ils se sont manifestés, y compris en 1958 en France, au moment du vote sur la constitution de la Ve République, quand nous avions appris que Michel Debré allait être le Premier ministre du général de Gaulle. Or, Michel Debré, pour les fédéralistes européens, c'était un peu l'incarnation de Satan, et j'ai retrouvé le tract que nous avions distribué, le peuple européen dit non à la constitution nationaliste. On n'a pas eu beaucoup de succès, mais tout de même, il fallait marquer le coup. Et puis, le mouvement fédéraliste européen a fait son grand congrès en février 62. Il y avait 2000 personnes dans la salle, hein, pour écouter les gens à la tribune. C'était dans le palais qui a été détruit d'ailleurs. Et puis le lendemain, il y avait une réunion de bureau. Alors je distingue de droite à gauche Piet Hoeks, qui a fini comme sénateur aux Pays-Bas, Altiero Spinelli, Michel Muschelli, président du mouvement fédéraliste européen qui s'est tué en montagne, Amedeo Mortara, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, à 95-96 ans, hein, et qui était le représentant de la communauté israélite en Italie, et puis comme secrétaire de séance, un jeune homme qui est là, votre serviteur. Alors, Spinelli s'est fait élire au Parlement européen, il a monté un groupe d'élus qui se réunissait au restaurant de Strasbourg qui s'appelle le Crocodile, hein, et vous pouvez voir sur Internet tout un reportage sur ce club. Et c'est en 1984 que le Parlement européen a approuvé par 237 voix contre 31, hein, un projet de traité instituant l'Union européenne qui était vraiment un pas décisif vers le fédéralisme. Hein. Au mois de novembre de la même année, ils ont eu un supporter déterminé pour soutenir ce traité. C'était François Mitterrand qui est venu à Strasbourg. Et en définitive, ce traité n'a donné que, suite au sommet de Milan, que simplement une progression vers ce qu'on a appelé l'acte unique. Alors, Spinelli reste l'inspirateur des Européens, et j'ai pris là une photo où vous voyez de dos Angela Merkel, François Hollande et Matteo Renzi s'incliner dans l'île de Ventotene sur la tombe d'Altiero Spinelli. Alors, nous nous trouvons actuellement devant nous un dilemme que nous avons déjà bien fréquenté dans le passé, qui est le dilemme entre approfondissement et élargissement. En effet, il y a une liste imposante de pays candidats qui porterait le nombre de l'Union européenne à 35. Si nous sommes 35 pays, il est peu probable que le système institutionnel actuel puisse fonctionner. Alors, rappelons quel est le principe. Hein. L'article 1, paragraphe 2 du traité prévoit qu'on parle d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. C'est-à-dire que le texte du traité de base prévoit que le système est évolutif. Hein.
il prête sans cesse plus étroite, on ne sait pas jusqu'à quel point cette évolution va se faire. On rappelle néanmoins que toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. Et enfin, dans l'article 49, qui est très important, tout État européen qui respecte les valeurs démocratiques de l'Union européenne et s'engage à les promouvoir peut présenter une demande d'adhésion à l'Union européenne. C'est ce qui explique les 35, enfin, le passage à 35, et je ne compte pas là-dedans la Turquie qui, depuis des années, avait exprimé sa volonté d'adhérer. Alors, il faut bien voir que pour rentrer dans l'Union européenne, un certain nombre de critères ont été fixés. Présence d'institutions stables, économie de marché, aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion. Mais on oublie la plupart du temps, je le vois dans les textes récents, c'est ce que j'ai mis en rouge, la capacité de l'Union d'absorber de nouveaux membres en maintenant le mouvement d'intégration européenne. Donc, il y a à la fois des obligations pour les candidats et une obligation pour l'institution. Et il est très frappant que Mme van der Leyen, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, parle des 3 premiers points, mais pas du 4e. Alors évidemment, cette mobilisation, la mobilisation s'est faite en opposition à l'admission de nouveaux membres, pour revenir à la France, je pense au RN, au LR, et à la France insoumise, et Madame Natacha Polony, qui dirige l'hebdomadaire anti-européen Marianne, écrit « Il faut à tout prix se mobiliser contre l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie ». Alors, c'est là que pour résoudre ce dilemme entre approfondissement et élargissement, intervient le rapport Verhofstadt, en sachant que le rapport Verhofstadt a été pour l'essentiel rédigé avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est un document important, il fait environ 70 pages, et prend tout le traité et dit tel article est modifié dans tel sens, etc. etc. C'est un travail très très minutieux. Verhofstadt, qui, en parenthèse, est président du club fondé en souvenir d'Altiero Spinelli. Alors, quand il présente ce rapport, il dit « Quand les temps changent, l'Europe doit également changer ». Rappelle la conférence sur l'avenir de l'Europe qui avait été lancée à l'initiative française. Et il faut relever tous les défis que nous pose la guerre en Ukraine et les différentes pressions politiques. Alors, rappelle que pour modifier les traités, il faut que les États provoquent une convention, une convention qui réunit les États, le Parlement européen, les parlements nationaux, etc. Et il dit que le Parlement européen est prêt à y aller. Alors, quelques illustrations contemporaines des pouvoirs de décision, où chaque État dispose du droit de veto. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup critiquent les Nations Unies parce qu'il y a 5 pays membres qui ont le droit de veto, les membres permanents, mais trouvent tout à fait normal que l'Europe puisse vivre avec 27 pays qui, eux, disposent aussi d'un droit de veto. Alors, j'en donne 2 illustrations. Le blocage de l'aide financière de l'Ukraine par la Hongrie et l'Italie qui a fait échouer la réforme du mécanisme européen de stabilité qui ne fait pas partie des traités de l'Union. C'est une institution internationale à part dont le siège est à Luxembourg. Alors, ce rapport Verhofstadt a été adopté à une faible majorité, 305 voix pour, 276 contre, 29 abstentions, et je donne le résultat des votes des Français. Alors, ce projet fait insurger les allergiques à l'intégration européenne. Je reprends les déclarations de Madame Le Pen sur France Inter.
que ce rapport dépouille les nations de l'intégralité quasiment de leur souveraineté. Il transformerait Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, en présidente de l'Union européenne. C'est dans le rapport Verhofstadt. Hein. Le président de la Commission devient président de l'Union européenne. Actuellement, il y a un président de la Commission, un président du Conseil européen et un président de la présidence tournante. Quand l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix, il y a 3 présidents qui sont allés pour recevoir ce prix. Les commissaires ne seraient plus choisis par les États, mais par ce soi-disant président. Ils s'attribuent les pouvoirs en matière de santé, de fiscalité, d'immigration et j'en passe. Et monsieur, je prends un député Front National, à l'approche, Gabriel Attal n'a jamais autant parlé de souveraineté nationale. Au Parlement européen, ses députés ont voté le rapport Verhofstadt qui appelle à dissoudre la France dans un État fédéral européen. Quelle escroquerie. Alors, on a nommé donc 12 experts, hein, dont faisait partie notre ami du conseil scientifique Gaël Marty, hein, et qui ont fait un rapport assez volumineux, mais que je trouve un petit peu complexe à mettre, parce qu'on prévoit beaucoup d'institutions, hein, avec 2 rapporteurs qui sont Olivier Costa, que nous connaissons bien aussi, et Madame Daniela Schwarzer, qui est maintenant la patronne de ce qu'on appelle souvent, en résumé, la fondation de George Soros. Alors, ils veulent étendre la conditionnalité budgétaire, c'est-à-dire que on ne versera des fonds en partie qu'aux États qui respectent les règles, dépasser les règles de l'unanimité, hein, c'est-à-dire de plus en plus, on aurait des votes à la majorité qualifiée et non pas des votes à l'unanimité, et faciliter l'intégration différenciée, hein, puisqu'il y a tout un tas de dispositions qui permettent à certains États de faire plus que d'autres. Hein. C'est donc les coopérations renforcées et d'autre part, ce qu'on appelle les clauses passerelles. Les clauses passerelles, ce sont des clauses par lesquelles les États décident à l'unanimité que dans un certain nombre dans un domaine déterminé, ils agiront selon la règle de la majorité qualifiée. Alors cette clause passerelle n'a jamais été utilisée parce que jusqu'à un passé récent, il avait été rentrée en vigueur la loi britannique qui interdisait au Royaume-Uni de participer à des clauses passerelles. Bon, maintenant, ils ne sont plus chez nous, c'est un autre problème. Alors, le groupe des 12 propose un système complexe, un cercle rapproché, un noyau, ce qu'on appelle souvent le noyau dur, qui comprend l'euro, la défense, la fiscalité, l'Union européenne telle qu'elle est maintenant. Il y aurait des membres associés, un frontière. Et puis, par-delà, il y a la communauté politique européenne. Alors, quelle conclusion peut-on faire actuellement? Il est bon de se rappeler l'affirmation de Jean Monnet, les hommes n'agissent qu'en cas de nécessité et ne reconnaissent la nécessité qu'en temps de crise. Oh là. Pardon, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors, j'ai trouvé un très bon texte chez Michel Duclos, ancien ambassadeur de France. C'est en prenant une plus grande part à la défense de l'Ukraine que l'Europe peut se protéger des effets d'un retour de Trump. En effet, 2 facteurs aujourd'hui, deux spectres hantent l'Europe, celui d'une possible défaite de l'Ukraine face à la Russie et celui d'un retour éventuel de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette seconde menace contribuerait beaucoup à la réalisation de la première. Et il y a quelques voix clairvoyantes qui se manifestent en Europe, celle de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, qui est maintenant à nouveau Premier ministre en Pologne, et puis une voix qui vaut la peine d'être entendue, Kaja Kallas, première ministre d'Estonie, mise en examen
par M. Poutine, et Kaja Kallas se rappelle de ses parents, de sa grand-mère et de son arrière-grand-père, qui ont été liquidés dans les goulags du temps de l'Union soviétique. Et je pense, on verra, qu'elle a une certaine chance d'avoir des responsabilités dans les institutions européennes dans les mois à venir. Alors, ce qui est certain, c'est que vous avez un domaine qui n'est pas du tout prévu comme étant une compétence communautaire. La défense est aujourd'hui à l'Europe ce que la monnaie a été à la génération précédente, celle de Jacques Delors, le ciment de nos intérêts communs. On voit M. Thierry Breton lancer un programme européen pour une production d'obus. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était impensable qu'un commissaire européen s'occupe de ce genre de choses. De même, M. Tajani, ministre des Affaires étrangères, ancien président du Parlement européen, il veut une armée européenne. Si vous faites une armée européenne, il faut nécessairement, c'est ce que nous dit Mario Draghi, devenir un État. Mario Draghi, donc, qui a été le patron de la Banque centrale européenne avant de devenir président du Conseil en Italie, et qui aura peut-être lui aussi un rôle dans les institutions européennes au cours de l'année 2024. Alors, l'Europe a regardé tout de même, a revenu sur un certain nombre de symboles, et c'est grâce à Mélenchon en France. S'il avait rappelé que la France n'avait jamais ratifié la déclaration 52 du traité de Lisbonne, qui était une ratification à part, donc grâce à M. Mélenchon, on a maintenant le drapeau européen, l'hymne européen, la devise, l'euro et la journée de l'Europe de 9 mai, qui sont officiels dans la République française. Alors, un homme qui a eu un apport décisif est Luc Van Middelaar. Luc Van Middelaar a été chef de cabinet de Van Rompuy, qui était président du Conseil européen, et qui a fait un livre dont je recommande la lecture à tous les Européens, Le réveil géopolitique de l'Europe. Notre identité politique d'Européens est en partie déterminée par les autres, non parce qu'ils veulent nous tendre un miroir, mais parce qu'ils peuvent briser les fenêtres que nous préférons ignorer. Ce qui est, il montre bien dans alors ce texte, c'est le texte de 4 conférences qui ont été prononcées au Collège de France et que chacun peut écouter sur YouTube, sur Internet. Bon, à peu de choses près, le texte, c'est le texte des conférences, et il montre que si l'Europe bouge aujourd'hui, c'est parce que c'est l'extérieur qui lui impose d'évoluer, surtout dans un monde dominé par les rapports de force. Avant de devenir acteur géopolitique, l'Europe se doit de sortir de la pensée universaliste et intemporelle où elle a trouvé refuge après 1945, tant sur le plan des valeurs que sur celui de l'économie. Il lui faut assumer la finitude de l'espace et du temps. Le temps est compteur et dans l'espace, il faut définir nos frontières, réapprendre le langage du pouvoir, entamer en somme une vraie métamorphose douloureuse, mais libératrice. Alors, heureusement, il y a les citoyens qui doivent s'affirmer dans cette évolution. Voici une réunion des jeunes fédéralistes sur l'île de Ventotene, où il y a une sorte de session d'été chaque année. Alors ça, c'était en 2022, on les voit tous avec les masques anti-Covid. Mais c'est intéressant de regarder comment agissent les citoyens sur les problèmes européens. Alors, j'ai pris le cas de 2 référendums pour la France. Le référendum de Maastricht, qui a été proposé par François Mitterrand. Pour les plus anciens, on se rappelle du débat entre Philippe Séguin et François Mitterrand. Et on regarde ceux qui ont voté oui. Alors, c'est une étude IFOP qui a faite par pour le CEVIPOF, sur un échantillon de 10 000 personnes, ce qui est tout de même stable. On voit que les gens de l'UMP ont voté oui à 41%. Par contre, les sympathisants du PS ont voté oui à 78%. Inversement,
sur le projet de constitution en 2005, l'UMP a voté à 80%, le texte était proposé par Jacques Chirac, et le PS a voté oui à 44%. Ce qui montre une fois de plus, c'est que les électeurs ne répondent pas à la question, mais répondent à celui qui a posé la question. Donc, je ne suis pas sûr que la pratique du référendum soit effectivement très opérationnelle. Ah. Alors, je crois que le pouvoir a été relancé sur les institutions dans les mois à venir. Hein, et je termine en disant merci dans les 23 langues de l'Union qui peuvent passer à 33 ou 34 hein, si nous passons en 35 membres. Je souhaite bien du plaisir aux interprètes, puisque vous savez peut-être qu'au Parlement européen, il y a des binômes qui n'existent pas. Il n'y a pas de traducteur entre le croate et le letton. Donc, le croate est traduit en anglais, et puis à partir de l'anglais, on retraduit ensuite au letton. Donc, il faut se méfier des fois de ce que l'on vous fait dire ou ce que vous croyez entendre. Voilà, alors si vous avez un ou deux points particuliers sur lesquels je peux intervenir, je suis à votre disposition. Oui, Jacques, bien sûr. Une question sur l'avenir. Sera-t-il fédéral, malgré les échecs de Spinelli et Verhofstadt? Non, mais le projet de Guy Verhofstadt n'est pas un projet qui est très fédéraliste. Hein. Parce que si vous augmentez la majorité qualifiée, ça veut dire que les détenteurs du pouvoir, ce sont les États. Ce sont des États qui, avec une majorité pondérée, mettent en minorité celui qui n'est pas d'accord. Or, dans la réalité, on s'aperçoit de quoi? Il y en a des cas tous les mois. Hein. Lorsque l'on sait qu'un projet ne requiert pas la majorité suffisante, on le retire. Hein. Alors, il y a eu l'exemple contraire, c'était sous une présidence allemande avec Helmut Kohl, où il était un peu exaspéré contre Mme Thatcher, et il a fait 2 fois des votes à la majorité qualifiée, et où les Britanniques se sont retrouvés en minorité. Donc, si l'on veut aller dans un sens fédéral, il faut accroître le pouvoir des 2 instances, enfin du Parlement européen, qui sur par exemple, n'a aucune compétence budgétaire. La seule chose qu'il peut faire, c'est approuver ou refuser un budget. C'est notamment le Parlement européen qui n'a pas le droit de choisir le président de la Commission européenne. Hein, il y a eu le cas exceptionnel de Juncker, où le Parlement européen a pris de vitesse le Conseil européen et a désigné Juncker. Et dans son très mauvais livre Europa de Valéry Giscard d'Estaing, il consacre un chapitre à ce qu'il appelle un coup d'État. Hein, et il rappelle que c'est aux États qu'il appartient de proposer un président de la Commission européenne. Bon. Alors, Guy Verhofstadt propose un rôle déterminant du Parlement dans le choix des instances, un choix déterminant du président pour les membres de la Commission, encore que l'on sous-estime le pouvoir du président. Juncker avait laissé entendre une fois qu'il avait refusé 6 candidats commissaires proposés par les États, mais il a refusé de dire qui il avait refusé. Hein. Et on sait que le Parlement européen peut refuser des membres. Il y a quelques exemples célèbres, hein, ce qui va plus loin que ce qui se passe dans nos gouvernements. En France, il y a éventuellement une motion de confiance pour un gouvernement global, hein, c'est pas ministre par ministre. Hein. Donc, au Parlement européen, on désigne commissaire par commissaire. Donc, le rapport Verhofstadt, c'est un progrès indéniable. Qu'est-ce qu'il en sera? Je pense qu'en grande partie, ça sera dépendant de l'évolution internationale, aussi bien en Ukraine que l'élection à la Maison-Blanche qui aura lieu à la fin de l'année 2024. Oui, bien sûr. Jacques, les enjeux géopolitiques n'ont jamais été aussi sévères que maintenant.
on a vécu peut-être 70 ans ou un peu plus dans avec un certain rêve, le rêve européen, c'était le soft power, etc. Mais maintenant, les choses sont en train de changer. Et malheureusement, il y a incompréhension, il y a des caricatures en ce qui concerne le fédéralisme et on a du mal à faire passer les messages auprès des citoyens. Alors à l'UEF, à l'Union des fédéralistes, on a constitué le conseil scientifique dont vous êtes membre. Et l'un des buts, c'est ça, c'est de faire comprendre dans les médias, au niveau des politiques, etc., ce qu'il faudrait faire pour changer le paradigme alors que c'est impérativement nécessaire. Et dans ce contexte-là, comment voyez-vous les élections dans quelques mois, les élections européennes qui risquent quand même d'être assez cruciales? Moi, j'observe qu'il y a un groupe professionnel qui devient de plus en plus fédéraliste et qui n'a pas honte de prononcer le mot, ce sont les militaires. Et que l'on retrouve très souvent, par exemple, je leur fais la publicité sur LCI, et qui vous font remarquer que d'abord que l'ensemble des pays européens dépensent environ 2,5 fois plus que la Russie pour ses armements et pour un résultat tout de même très limité. Il rappelle que l'armée française serait capable de défendre 80 km de frontières pendant 15 jours. Donc, je crois que c'est très, très important que les militaires s'affirment parce que nous rentrons dans une politique, dans une période où ce qui compte, ce sont les rapports de force et donc que les militaires peuvent et doivent faire entendre leur voix. Alors, on verra ce que sont les élections. Actuellement, les sondages ne sont pas spécialement emballants en faveur de l'intégration, mais il y a tout de même quelques signes qui sont tout de même encourageants. C'est pour ça que je suis moins pessimiste que je l'étais il y a 15 jours. Monsieur Clément Beaune a été désigné comme tête de liste du mouvement Renew pour la France. Monsieur Glucksmann fait aussi une politique déclaration très intéressante. Alors lui, il est vraiment fédéraliste proclamé. Et puis ce qui est intéressant par d'autres côtés, c'est de voir des évolutions très intéressantes, de voir Madame Meloni en Italie, qui évolue d'une façon positive sur ce point-là. Et puis le changement complet de l'Allemagne, qui avait été tout de même la charnière de la économique avec la Russie, et qui maintenant s'affirme d'une façon tout à fait déterminée pour plus d'intégration, même si ils s'entendent pas spécialement bien avec la France. Mais n'oublions pas les petits pays. Tout à l'heure, je parlais de Kaja Kallas. On trouve dans ces petits pays, du point de vue géographique, bien sûr, des gens de qualité. Puis il y a des évolutions ou des situations qui donnent à réfléchir. Un des exemples, c'est la réflexion que font les Britanniques suite au Brexit, qui devait leur apporter le bonheur et la félicité, et sur lequel ils se mordent majoritairement les doigts. Donc, je pense qu'il y a des possibilités d'évolution. Ce qui manque, je dirais, c'est l'incarnation de l'Europe autour de quelques personnages. Emmanuel Macron a voulu jouer ce rôle, mais contrairement à ce que certains pensent, Macron n'a jamais dit qu'il était fédéraliste. Et je crois qu'il a une vision de l'Europe qui se rapproche assez du ce qu'on appelait le plan Fouchet autrefois, c'est-à-dire que ce sont les grands pays qui doivent diriger l'Europe et les autres n'ont qu'à se ranger à leur opinion. Donc je pense que tout peut se faire, mais les élections européennes du mois de juin vont avoir un rôle déterminant. Alors, au moins la seule chose que nous pouvons faire en tant que fédéralistes, c'est d'abord de demander à chacun d'aller voter, évidemment, et de voter pour ceux qui ont une vision constructive de l'Union européenne. Merci Jacques, nous allons essayer de suivre ce conseil et espérer aussi que les citoyens vont suivre votre conseil pour aller voter. Donc nous allons en terminer sur cette
dirais, une once d'optimisme, pourquoi pas. Je crois qu'on en a besoin. En tout cas, un grand merci, Jacques Fayette. Merci beaucoup, Jacques. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si je participerai beaucoup à la campagne, puisque vous savez, j'ai quelques difficultés de santé qui m'empêchent de me bouger. Mais grâce à Internet, on peut tout de même être entendu au loin. J'espère que ce sera le cas pour cette vidéo. D'accord. Un grand merci, Jacques. Merci.